Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui un résumé des enjeux méthodologiques auxquels j'ai été confrontée lors de ma thèse sur l'interjection et l'onomatopée. Donc je vais tout d'abord parler pendant un certain temps, parce que c'est important sur la question des enjeux définitionnels et donc de la méthode à choisir. Je vais vous exposer les problèmes définitoires auxquels j'ai été confrontée. Ensuite, je vais vous expliquer ma démarche définitionnelle qui a été de manière très classique en intention puis en extension. Et ensuite, si on a le temps, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la partie de ma thèse que j'ai intitulée discussion, parce qu'à l'issue de ma démarche définitionnelle, j'ai abouti à des conclusions qui pouvaient parfois paraître contre-intuitives ou en tout cas contraires à ce qui est dit dans la littérature, et donc j'ai été obligée d'expliquer ma démarche, de justifier, et c'est l'objet de la partie de discussion qui fait à peu près quand même la moitié de ma thèse. Donc, exposition des problèmes définitoires. Alors, l'onomatopée et l'interjection, c'est... Alors oui, je vous dis d'abord, j'ai fait une thèse, c'était avant tout de la linguistique anglaise. Donc il y aura une forte exemplification avec des onomatopées et des interjections anglaises. Et alors, quand il s'agit d'interjections, comme vous le savez, parfois ce sont des mots tabous, ce sont des mots vulgaires. Donc voilà, âme sensible s'abstenir, je vais dire des gros mots dans cette présentation, mais c'est pour la recherche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une onomatopée et une interjection? On a l'impression que c'est facile intuitivement on les reconnaît, voilà, c'est ça. C'est les petits mots qu'on trouve dans les BD qui ont un graphisme particulier, qui sont plutôt la plupart du temps monosyllabiques avec des points d'exclamation derrière. Voilà, donc on a l'impression que finalement c'est extrêmement facile, mais on ne sait pas vraiment est-ce que c'est des mots, est-ce que c'est des exclamations, est-ce que c'est des équivalents phrastiques, c'est-à-dire l'équivalent d'une proposition. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature. Par exemple, si je dis I, on pourrait le reformuler j'ai mal. Vous comprenez que j'ai dit que j'avais mal. Donc vous voyez, vous avez toute une proposition avec une interjection. Un peu moins avec l'onomatopée, mais la plupart du temps, oui, avec l'interjection. Mais est-ce qu'on peut dire que ce sont des unités linguistiques comme les autres? Est-ce qu'on peut appeler ça des signes linguistiques? Comme on le verra dans la présentation, en fait, c'est un peu compliqué. Ils ont un statut par rapport aux signes linguistiques qui est assez complexe. Mais on pourrait se demander, est-ce que c'est la peine de les étudier? Est-ce que c'est pas des éléments qui sont hors du langage? Et alors, un des problèmes auxquels j'ai été confrontée, et peut-être que si un jour vous faites une thèse sur l'onomatopée et l'interjection, vous allez aussi y être confronté, c'est les associations d'idées qui vont avec ces petits mots. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous proposez une thèse sur l'onomatopée, que ce soit sur un aspect de l'onomatopée, je dis ça, la première chose qui vient à l'idée, c'est par exemple l'iconicité du signe linguistique, ou alors la motivation du signe. Vous allez vous intéresser à des questions de phonologie, on va immédiatement s'attendre à ce que vous ayez un corpus de bande dessinée, par exemple, ou de comptines pour enfants. Et ça peut poser de gros problèmes dans la défense d'une démarche sur un axe précis, parce qu'on va s'attendre à ce que vous parliez de certaines choses. Par exemple, moi, quand j'ai fait ma thèse, on m'a beaucoup reproché de ne pas parler des émotions. Et parce que l'association d'idées immédiate, c'est émotion. Et moi, c'était pas la question qui m'intéressait personnellement. C'est une question intéressante, mais c'était pas ce que je voulais. Et donc, il y a comme ça certains faits de langue. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais là, moi, en tout cas, j'ai jamais vu des faits de langue qui suscite à ce point cette envie d'aborder toutes les associations d'idées qui vont avec. Je pense que les adverbes de phrase, ça doit être un peu la même chose. Alors, si vous vous intéressez à la syntaxe de l'adverbe de phrase, franchement, j'en ai marre. Adverbe de phrase, on va peut-être vous demander de parler de prosodie, alors que vous avez envie de parler de syntaxe. Donc voilà, ça c'était un problème auquel j'ai été confrontée. On pense aux sensations, on pense aussi parfois au langage primitif. Voilà, ça c'est des questions qui peuvent revenir. Est-ce que vous pensez que les hommes préhistoriques parlaient avec des interjections? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça fait partie des choses qu'on demande. Est-ce que c'est le langage des enfants? Vous le trouvez dans le dictionnaire, par exemple, dans l'OED, Oxford English Dictionary. On va vous dire, voilà, l'onomatopée, ça fait partie de ce langage des enfants. Et le problème, c'est qu'en fait, chacune de ces associations d'idées est assez problématique si on la prend une par une. Par exemple, d'opposer l'onomatopée en tant que signe motivé à l'arbitraire, ça pose
à mon sens, un problème méthodologique qui est que l'arbitraire du signe est un énoncé. Enfin, c'est un raccourci pour un énoncé. Le lien entre le signifiant et le signifié est arbitraire. Et cet énoncé, il a un statut dans le cours de linguistique générale de Saussure qui n'est pas dit. C'est quoi le statut? On sait. Est-ce que il ne dit pas j'émets l'hypothèse que, ou je démontre que, ou je postule que. Et donc, si vous travaillez sur l'onomatopée à partir de la question de l'iconicité, vous vous opposez à un énoncé dont le statut n'est pas clair. Et alors, si c'est une hypothèse, à ce moment-là, elle est irréfutable, ce qui peut poser problème. Ça n'est pas une démonstration parce qu'il n'y a pas de prémisse qui mène à la conclusion selon laquelle le signe est arbitraire, donc c'est un postulat, c'est un axiome. Et le problème de ces axiomes, c'est qu'il ne sert à rien, il ne sert à rien. Disons qu'il n'a pas été très productif dans les théories linguistiques. Ensuite, l'association d'idées sur les émotions, ça aussi c'est problématique pour définir l'interjection, parce qu'on serait tenté de dire, voilà, je pars du principe que l'interjection c'est un petit mot qui dénote une émotion pure. Donc, oh, la surprise, l'étonnement, la tristesse ou une sensation pure. Et le problème, c'est que moi, je n'ai pas fait de sciences cognitives, par exemple, donc je ne sais pas ce qu'est une émotion. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce type d'études, bien que je sache que ce sont des choses attendues. Et est-ce qu'il existe, par exemple, une seule expression qui, de près ou de loin, n'évoque pas une émotion? C'est compliqué. Ce sont, en linguistique cognitive, par exemple, les expressions qui n'évoquent pas d'émotion, ou en tout cas pas de point de vue subjectif, c'est l'exception. C'est pas du tout la règle. Bon, ensuite, est-ce que c'est un langage des enfants? Bien, par exemple, ce qu'on peut constater, c'est que alors il y a Catherine Lane qui a parlé du rôle de l'onomatopée dans l'acquisition du langage. Et ce qu'elle a constaté, c'est très intéressant, c'est que quand on observe et qu'on enregistre, par exemple, des mamans qui racontent des comptines à leurs enfants, eh bien, elles mettent en saillance l'onomatopée. C'est elles qui le font. Donc, comment est-ce qu'on sait d'où vient la propension des enfants à bien aimer les onomatopées? Est-ce que c'est pas l'influence des adultes, par exemple? Ça, je l'ignore. Mais vous voyez, d'aborder le fait de langue à partir de cette question peut également poser problème. Et donc, le problème que j'ai rencontré, c'est immédiatement au niveau de l'extraction de données, de l'extraction d'occurrences. Parce que moi, j'aurais bien aimé faire une thèse dans laquelle je pouvais suivre les étapes suivantes, c'est-à-dire, bon, je formule une problématique, j'extrais des items de mon corpus. Alors, le corpus, c'est de la BD, ça peut être des comptines, des romans, des films, le COCA, le Corpus of Contemporary American English. Puis ensuite, je traite la problématique à partir de l'observation des occurrences dans le corpus. Moi, j'aurais bien aimé faire ça, mais ça a été impossible parce que j'ai ce problème d'extraction d'occurrence, c'est-à-dire que sans une définition, sans un critère robuste qui me permet d'extraire les onomatopées et les interjections, eh bien, je ne peux pas constituer mon corpus sans faire de choix arbitraires. Et donc, je vais vous donner quelques exemples qui montrent le caractère délicat de l'extraction de données. Par exemple, si je décide, bon allez, je vais prendre une bande dessinée et puis je vais prendre que les petits mots qui sont dans les vignettes et qui signalent des bruits. Normalement, je devrais être sauvée, je devrais avoir que des onomatopées, donc ça devrait... Eh bien, en fait, non, parce que il y a des éléments qui ont un statut linguistique particulièrement problématique. Par exemple, dans cette petite vignette, bon, comme onomatopée, on dirait que ce huck qui semble signifier le fait que le personnage qui pleure, il a des spasmes, il y a le sniff, bon ça on voit bien que ce sont des onomatopées, mais qu'est-ce que je fais d'éléments comme sob et comme cry, qui ne sont jamais dans les dictionnaires répertoriés comme onomatopées, et qui pourtant se retrouvent dans le même contexte. Et je vous assure que ça a créé quelques désaccords. Moi, je vois aucune raison de les rejeter de l'onomatopée, de la catégorie de l'onomatopée, sous prétexte que je le sens pas. J'ai l'intuition, là, je me dis non, ça ne sent pas. Je n'ai pas de critères robustes qui me permettent de les enlever. Mais dans les dictionnaires, vous regardez à sob, vous regardez à cry,
c'est verbe ou substantif. Jamais onomatopée. Et donc, et en fait, c'est pas du tout une exception. Hein. Il y en a énormément dans les bandes dessinées. Et alors, bon, je vous donne un exemple à l'oral d'un auteur de bande dessinée qui m'avait parlé et qui m'avait raconté qu'une fois, il avait dessiné un personnage qui était assez pressé d'attraper une bière dans le frigo. Shop. C'est-à-dire qu'il y avait l'image du personnage qui va chercher la bière et au-dessus, il y a shop. Mais, donc pour dire attraper, quoi, sous forme d'onomatopée. Et là, vous voyez, il y a des éléments qui ne sont pas forcément des bruits. Fret, c'est un verbe qui veut dire se faire du souci. Alors, qu'est-ce que ça affiche ici, voyez-vous? Donc, je peux même pas me servir du critère bruit, événement sonore, uniquement pour extraire mes onomatopées. Et alors là, je vous donne un cas que je considère comme un cas limite, parce que alors là, vraiment, on est hors du bruit, on n'est même pas dans une BD, c'est trail, went her long dress noiselessly over the stopping grass. Alors, trail, c'est un verbe qui veut dire traîner, donc c'est... et sopping, ça veut dire c'est l'herbe humide. Bon, alors on a un agent inanimé, mais ça c'est pas très étonnant avec les onomatopées, on peut avoir des agents inanimés. Bon, mais on a un adverbe de manière qui nous indique le silence. Voilà, on a un verbe introducteur. Bon. Donc, on a envie de dire que trail, c'est du discours rapporté au style direct, là, dans ce cas. Mais ça veut quand même dire traîne. Donc, quel peut être le statut de cet élément? Moi, je le classifie comme une onomatopée secondaire. Je vous expliquerai ce que ça veut dire. Mais en tout cas, si on procède par élimination, syntaxiquement, ça peut pas être un substantif parce qu'on ne sait pas quelle serait sa fonction. Et quoi, il peut pas être sujet, il peut pas être verbe, il peut pas être complément. Et puis, quelle serait cette détermination zéro? Vous savez, en anglais, la détermination zéro, c'est le renvoi à la notion. Donc là, je ne vois pas à quelle notion ça pourrait renvoyer le fait de traîner, quel rapport avec le reste. Vous voyez, évidemment, ça ne peut pas être un verbe et on ne sait pas, ou alors un verbe à l'impératif, mais enfin, vous voyez bien que ça n'a pas de sens ici. Donc, en fait, il a exactement la fonction que l'onomatopée, une onomatopée plus prototypique remplirait dans un discours rapporté au style direct. Et donc, pour l'instant, à l'observation de ces cas qui ne sont pas prototypiques, j'en arrive à la conclusion qu'on a avant tout une fonction qui serait une fonction syntaxique, à savoir se trouver dans un contexte syntaxique, généralement soit d'isolement, soit ça remplit la fonction d'un discours rapporté au style direct, une fonction sémiotique qui serait je vais vous l'expliquer, d'exposer par opposition à désigner, je vais vous montrer, mais avant d'être un signe linguistique motivé. Parce que par exemple, pour ça, pour cry, pour trail, il est compliqué de voir où se situerait cette motivation, même si les onomatopées sont les éléments les plus représentatifs de la motivation du signe linguistique. Il est déjà 22. Donc, et alors, je continue dans l'exposition des problèmes auxquels j'ai été confrontée. Donc, je vous ai montré un petit échantillon de l'extraction de données. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la littérature. Je vais être un peu rapide. Pourquoi est-ce que ces exemples sont délicats à traiter? Et alors, c'est parce que c'est à cause des critères auxquels ils répondent. Alors, je vous donne un petit échantillon avec les interjections. C'est que, bon, il y a 3 critères principaux à partir desquels on peut extraire des interjections. On a les critères de l'isolement syntaxique. Bon, mais quand vous regardez la colonne de l'isolement syntaxique, par exemple, on voit qu'on a la ligne, je crois, 1, 2, 3, 4, frankly, un adverbe de phrase. Donc l'isolement syntaxique comme critère ne suffit pas à dire que ceci est une interjection ou ceci est une onomatopée. On a un sens procédural. Alors, sens procédural par opposition à sens conceptuel, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette distinction, mais en gros, l'idée, c'est que le sens procédural
suppose une inférence de la part de l'interlocuteur. C'est-à-dire que je finis par, je devine ce qui a été énoncé et le sens n'est pas clairement, ne dénote pas un concept. Quand je dis par exemple, il y a j'ai mal, voilà, vous avez le concept de douleur, vous parlez de douleur, vous faites une relation prédicative, vous dites que j'ai mal. Quand je dis ouch, vous êtes obligé de deviner que je fais référence à la douleur. Bon, en gros, c'est la différence entre le sens procédural et le sens conceptuel. Et puis vous avez un autre critère qui est l'équivalent phrastique. Et alors là, l'équivalent phrastique, eh bien, il fonctionne assez bien pour l'interjection, mais il y a tout un tas d'éléments pour lesquels il ne fonctionne pas. Par exemple, ce que j'ai mis dans la dernière colonne dont je vais vous parler, j'appelle ça des adjectifs et des adverbes interjectifs, qui ne sont pas des équivalents phrastiques et qui pourtant, à mon sens, devraient être intégrés parmi les interjections. Et alors, exemple d'onomatopées et d'interjections qui sont, parce qu'on avait parlé, le critère roi, c'est quand même le critère de l'isolement syntaxique. Hein. Mais en fait, vous pouvez très bien trouver des onomatopées et des interjections à l'intérieur d'une phrase. Par exemple, vous slap bang on that trajectory. Hein. Slap bam, là, remplace un adverbe de manière, un circonstant, mais ce sont deux onomatopées. Vous avez I did it without your oh so special powers. Oh so, pareil, vous avez une interjection qui est en plein milieu de la phrase. Ensuite, ce dont je vais vous parler, des interjections dans la construction qualitative, that wow, other, dress is insanely cheap. Donc, il faut que je me débarrasse du caractère de l'isolement syntaxique. Et alors là, bon, je ne vais pas vous faire tout le tableau, mais je vous donne un petit exemple des désaccords qui existent dans la littérature sur le statut interjectif de différents items. Donc, vous avez dans la colonne le nom des auteurs. Alors pour oh, ouch, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une interjection. Très bien. Mais les choses se compliquent à partir de l'interjection secondaire shit. C'est très compliqué pour fire, pour des onomatopées comme bang, pour hi, hello, qui sont donc selon Lockyer et Stenger des interjections de contact. Il y a même des personnes qui considèrent des linguistes qui considèrent que why, ce sont des interjections, voilà. Donc ça c'est pour vous donner une idée du désaccord auquel on fait face. C'est pour ça que je dis je suis obligée de faire un choix arbitraire. Parce que je choisis arbitrairement de dire que, bon, Ameka a plus raison que Evans, par exemple. Mais je suis qui pour dire que l'un a plus raison que l'autre, vous voyez? Donc ça, c'est arbitraire. Et donc, en fonction de ce désaccord, je suis obligée de faire ces choix. Je passe cette slide parce que ça va être un peu long. Et bon, oui, alors une petite question même... très rapidement, on ne sait même pas si l'onomatopée fait partie de la catégorie des interjections ou si l'interjection fait partie des onomatopées ou si elles sont totalement séparées. Voilà, donc il y a même un désaccord au niveau de la hiérarchisation parmi les catégories. Donc, si je résume le problème, j'ai pas un seul critère solide sur lequel tout le monde soit d'accord. J'ai pas de définition qui me permette d'extraire des occurrences de mon corpus, donc ça veut dire que j'ai pas de définition en intention. J'ai pas de liste. Et moi je la vois, mais oui, donc là je vous donne les différentes définitions. Vous n'êtes pas obligé de les noter. Bon, de toute façon, on n'a pas le temps. Et j'ai pas de liste terminée d'interjections et d'onomatopées. Parce que je pourrais faire ça si j'avais une liste. Je pourrais déduire la définition. Hein, mais je n'en ai pas. Ça s'appelle la définition en extension. Voilà. Donc, comment je fais? Ah non, en plus, il y a un autre problème. C'est que les critères sont négatifs. C'est-à-dire que quand on lit des critères dans la littérature, c'est des critères morphologiques, syntaxiques, sémantiques, bah, ils sont négatifs. Par exemple, l'interjection est donc syntaxiquement isolée. Donc, c'est ce qui n'a rien à voir avec la syntaxe. Elle ne contient qu'un seul morphème,
Voilà, donc elle ne prend pas de flexion ni de morphème dérivationnel. Donc voilà, morphologiquement, on peut rien en faire. Et en plus, sémantiquement, c'est vide. Voilà, donc et même les critères sont négatifs par rapport aux principes fondateurs d'une théorie. Par exemple, selon Langacker, une interjection, c'est ce qui n'a pas de profil. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà le terme de profil chez Langacker. Donc, je vous le dis rapidement. Le profil, selon Langacker, donc en linguistique cognitive, c'est ce qui rend possible la description d'une expression, que ce soit un mot, un syntagme ou une phrase, sur ce qu'il appelle un agencement conceptuel. C'est comme ça qu'il fabrique ses analyses linguistiques, c'est de la sémantique. Bon, et donc l'interjection, c'est ce qui ne peut pas être décrit dans sa théorie. Pareil pour Chomsky, en linguistique générative, l'interjection, c'est ce qui n'a pas de edge feature, qui a été traduit par trait de marge en français. Et qu'est-ce qu'un edge feature ? Donc un trait de marge, c'est ce qui rend possible l'opération merge. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'opération merge ? Donc en linguistique, je vous le fais très rapidement. Donc l'idée de Chomsky, c'est que on a de manière innée une syntaxe qui est prédéfinie génétiquement, et le langage humain consiste principalement en deux opérations qui s'appelaient à l'époque move et merge. C'est plus facile avec move et merge, à savoir, vous avez des petits éléments dans la phrase qui peuvent bouger. Par exemple, quand vous faites une interrogative par opposition à une déclarative, vous inversez le sujet-verbe. Voilà, ça c'est le mouvement move. Et puis le mouvement merge, c'est ce qui permet par exemple de fabriquer un constituant plus complexe à partir d'un constituant simple. Donc voilà, je dis l'ordinateur, le déterminant plus le nom. Et si j'ajoute le bel ordinateur, j'ai rajouté un adjectif, mais tout ça est toujours mon groupe nominal. Et le bel ordinateur que j'ai prêté à ma grand-mère, tout ça est encore un groupe nominal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Selon Chomsky, les différents éléments ont fusionné dans le même constituant. Et ce qui rend possible cette opération de fusion, c'est ce qu'il appelle des éléments qui s'appellent edge feature. Bon, l'interjection, c'est ce qui n'a pas ça. Voilà. Et or, merge, c'est sa définition du langage. Move et merge. Donc, une fois de plus, le fondement de la théorie rejette l'interjection. Donc, ce sont... bon, je vous ai mis leur... mais je viens de vous expliquer. Donc, mais si vous voulez aller vérifier ce qu'en disent Langacker et Chomsky, c'est 2008, page 476 pour Langacker et 2008, page 139 pour Chomsky. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi ? Je vais chercher des critères positifs pour définir l'onomatopée et l'interjection. Et donc la méthode que j'ai choisie, donc je vais faire une définition en intention. Donc je vais chercher les principes définitoires et ensuite je vais construire une définition en extension, c'est-à-dire je vais créer des listes d'items qui correspondent à ma définition en intention. Donc et comment je fais ? Eh bien je suis passée par malheureusement des expériences de pensée qui consistent en des idéalisations de situations de communication. Alors, je ne sais pas si vous avez été familiarisé avec les expériences de pensée, les idéalisations, ou si je... Bon, en fait, c'est très simple. C'est juste, je pense, et j'essaye à partir de mon expérience de pensée, de construire un cadre théorique en prenant des éléments très simples et en essayant de regarder ce qui se passe. Et en fait, c'est une méthode qui est assez courante pour la construction d'un cadre théorique. On fait ça partout, en linguistique cognitive, en linguistique générative, en linguistique d'énonciation. On fait tous des expériences de pensée. Et donc, je vais vous donner l'exemple de l'expérience de pensée de Langacker en grammaire cognitive. Ces agencements conceptuels qui consistent donc à énoncer qu'une situation d'énonciation est constituée par un locuteur, un observateur, qui est appelé ici viewer, une région qu'il appelle on stage, c'est-à-dire c'est un espace virtuel dans lequel on va décoder les expressions, on va décoder les propositions, et puis il y a cette région
off stage, donc hors de la scène, qui est le cadre réel, le contexte pragmatique. Bon, eh bien ça, c'est une expérience de pensée qui lui permet par exemple de dire que si vous avez un substantif comme il y a eu une explosion, lui comment il va le mettre sur sa scène virtuelle, il va le dessiner comme ça. Je ne vais pas aller dans le détail, mais en fait il va entourer, donc avec le cercle qui est gras, il va entourer ces petits éléments, et ça veut dire que la situation est conceptualisée comme une suite d'actions et comme une entité. C'est pour ça que c'est un substantif. Alors que donc c'est une réification conceptuelle. Alors que si vous dites ça explose, là vous avez un verbe et voilà comment il va l'analyser. Ce qui est mis en gras, c'est la flèche du temps qui en fait scanne successivement les différentes étapes de la situation dénotée par le verbe, parce que c'est un procès, donc c'est ce qui compte, c'est les étapes successives qui se suivent dans le temps. Bon, bah ça c'est une expérience de pensée par exemple, et ça permet de faire une analyse sémantique de la différence entre les catégories grammaticales, nom, verbe, substantif, adjectif, etc., adverbe. Donc moi, comment je fais mes idéalisations? Donc j'ai décidé d'observer 3 situations à partir de 3 points de vue différents. Le point de vue d'un transcripteur, le point de vue d'un locuteur et le point de vue d'un interlocuteur. Alors, et je vais commencer par le point de vue du transcripteur. C'est-à-dire que je vais inventer une situation dans laquelle vous avez une personne qui parle, une personne qui transcrit, une personne qui lit. Voilà, j'invente cette situation et je dis, bon, bah, qu'est-ce qui se passe au moment de la transcription et comment je vais filtrer les onomatopées, les interjections, les fillers qui sont dans cette situation. Alors, je commence par le point de vue du transcripteur parce qu'à mon avis, c'est finalement le plus facile, c'est le contexte le plus facile qui permet de voir le plus de choses. Parce que, à mon sens, il y a 5 contextes possibles à partir desquels on peut observer des interjections et des onomatopées. On a des contextes écrits et des contextes oraux. Et alors, et chaque contexte a ses défauts. Dans le contexte numéro 1, les interjections sont écrites. Donc, quand je suis à l'écrit, ça peut être écrit par le locuteur. Donc, le locuteur origine. Et alors là, le problème, c'est que si l'interjection est écrite par le locuteur, à ce moment-là, on peut supposer qu'il a fait une mise en scène de l'écrit. Par exemple, si j'ai écrit dans une lettre « Ah, je ne savais pas », là, je fais une mise en scène de l'écrit, vous voyez. J'aurais pu ne pas mettre cette interjection. D'ailleurs, ça dépend du registre de langue. Si j'ai écrit de manière très officielle à un directeur, je ne vais pas le mettre, le petit A. Donc, ça montre bien que c'est une reproduction de l'oral que de l'écrire. Donc, il y a cette couche de mise en scène qui me pose problème avec le contexte numéro 1. Bon, toujours à l'écrit, contexte numéro 2. L'interjection est prononcée par un personnage fictif dans une œuvre littéraire. Mais là aussi, il y a un gros problème. C'est qu'en fait, il y a plusieurs instances énonciatives qui vont se succéder. Il y a l'instance de l'auteur qui a écrit le texte. Il y a l'instance du personnage. Vous voyez ? Et ces instances énonciatives, moi, risquent de m'embrouiller dans mon interprétation. Donc, il y a trop de facteurs, il y a trop de paramètres. Une fois de plus, cette situation contient trop d'informations. Et moi, je cherche une situation dans laquelle il y a le moins d'informations possible. Le contexte numéro 3, des interjections sont des transcriptions de l'oral. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui parle et puis un transcripteur. Et à mon sens, ça va être le contexte qui est le plus pauvre en fait, et donc le plus simple. Toujours à l'écrit, il y a le contexte numéro 4. Je pourrais aussi extraire des interjections du dictionnaire et chercher des critères définitoires, mais ce qu'on a vu, c'est que travailler sur les interjections directement en langue, ça pose problème, puisque personne n'est d'accord sur les critères définitoires, etc. Et enfin, j'aurai un contexte oral, et ça aussi, ça fait partie des attentes d'un travail sur les interjections. On va me demander pourquoi est-ce que je ne suis pas allée chercher dans un corpus vidéo, comme ça j'aurais pu faire une analyse multimodale, c'est-à-dire avec les différents canaux, j'aurais pu
analyser ce qui se passe au niveau du canal visuel, j'aurais pu analyser les mimiques, j'aurais pu analyser la gestuelle, j'aurais pu analyser la prosodie, donc ça me ferait un corpus extrêmement riche. Pourquoi j'ai pas fait ça? Mais parce que le problème de ce dernier contexte, c'est qu'en fait, justement, je travaille sur des marqueurs d'oralité, des marqueurs pragmatiques, et que l'énorme souci, c'est qu'ils ne font pas l'objet d'une pression normative lors de l'acquisition du langage. Personne ne vous dit comment on prononce oh God, etc. Et du coup, ils sont typiques de la modalité orale. Du coup, leur intégration dans le système de la langue, elle est assez personnelle. Et si moi, je travaille sur l'interjection et que je suis à l'affût de l'interjection, je vais l'avoir partout. Et je vais l'avoir tout sauf où il faut l'avoir, vous voyez, parce que comme il n'y a pas de garde-fou, c'est pas comme si je travaillais sur un morphème. Si je travaille sur le morphème ment des adverbes en ment, des adverbes de matière, bon, bah, de manière, je peux pas faire semblant de pas les avoir vus, là ils y sont, c'est objectif. Or là, au niveau de l'extraction de données, mon billet d'interprétation, mon billet de sélection est beaucoup trop important. Donc je peux précisément pas travailler sur l'oral parce que ce sont des marqueurs de l'oralité, en tout cas à ce stade de la recherche. Donc dans ma première expérience de pensée où je vais parler du locuteur, eh bien je dis soit 3 instances énonciatives, je commence comme ça, un locuteur, un transcripteur, un lecteur. Parce que l'avantage de l'écrit, bon, j'ai oublié de le dire, mais c'est que l'interjection écrite m'assure que je réduis l'étendue de mon billet d'interprétation puisque elle est écrite. Elle n'est pas à l'oral où je confondrais un soupir par exemple avec une interjection ou autre. Ça n'enlève pas, ça réduit le biais d'interprétation. Donc, que fait le locuteur? Le locuteur, il prononce un discours et dans ce discours, il faut diviser 2 choses. Il faut distinguer 2 choses. Le discours idéal et les productions vocales supplémentaires. Et ça va être fondamental pour détecter ce que les petits fillers, les petites interjections. Donc, parce que à l'oral, vous produisez un discours, généralement, vous fabriquez des relations prédicatives, mais il y a toujours plein de petits éléments qui vont s'ajouter à votre discours, des petits bégaiements, des petits débuts ratés, voilà, ce que je fais là. Et donc ces petits éléments, ils peuvent être interprétés de manière différente. Par exemple, imaginons que le locuteur relâche un articulateur. Donc voilà, je viens d'en faire. J'ai un articulateur. Là, j'ai lavé l'air. Donc, j'ai juste relâché l'articulateur. D'accord? Bon. Mais il continue à effectuer sa production vocale. Ça donne donc... bon. Et puis, il continue à parler. Et le transcripteur, lui, il continue à prendre des notes. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le transcripteur, il va faire ça. Il va dire, il va écrire ça. I agree, but and... Vous voyez? Ça donne ce qu'on appelle un petit filler ou une pause remplie. Et puis, c'est-à-dire que le relâchement de l'articulateur, qui n'est pas du tout un marqueur d'hésitation, enfin, il est pour rien ce pauvre locuteur, il a juste détendu sa cavité buccale, et ben c'est interprété comme l'occurrence des fillers qui existent dans le dictionnaire. Vous regardez dans l'OID, ce sont des fillers et généralement ils servent à marquer une hésitation. Et ça montre que c'est juste cette toute petite expérience de pensée, cette petite idéalisation, qu'est-ce qu'elle me permet de dire? C'est qu'en fait, il y a 3 lieux différents du langage à partir desquels je peux aborder les fillers. En parole, il se passe quelque chose. Le locuteur relâche un articulateur au moment de sa parole. Et le transcripteur, lui, il va se servir d'outils qui sont disponibles dans sa langue, il va se servir de petits mots dans sa langue, le a, pour en fait reformater la production vocale, le relâchement d'articulateur du locuteur pour les mettre dans un signe linguistique. Il aurait pu les effacer, il aurait pu faire autre chose, il aurait pu ne pas les mettre. Et puis là, il va décider d'utiliser ces petits fillers-là pour indiquer
que le locuteur a relâché un articulateur ou pour faire croire que le locuteur a hésité. Vous voyez, ça c'est les marges de manœuvre du transcripteur. Et encore plus, le résultat de tout ça, c'est que, eh bien, on a l'impression que c'est L1, c'est le locuteur qui a prononcé ces petits fillers. Alors qu'en fait, la personne qui est à l'origine de ces petits E, c'est le transcripteur. C'est lui qui a décidé de les mettre. Le locuteur, il a juste relâché un articulateur, c'est tout ce qu'il a fait. Donc en fait, on confond l'origine de l'occurrence de ces petits mots encore plus, parce qu'il y a deux sources énonciatives différentes. Il y a L1, le locuteur, et puis il y a L2, le transcripteur. Et à ce moment-là, il y a comme une fusion des sources énonciatives et on a l'impression que c'est bien L1 qui a dit ces petits E. Donc, cette petite expérience de pensée va me permettre de distinguer trois lieux qui ensuite vont avoir beaucoup d'importance. La parole, la langue, comme vous connaissez, puisque dans le cours de linguistique générale de Saussure que vous avez certainement vu, il y a cette distinction entre langue et parole. Et pour ces petits mots, il faut rajouter un troisième petit élément, le corpus. Et étrangement, cette expérience de pensée-là, cette idéalisation-là, elle va me permettre aussi de voir un phénomène similaire avec l'onomatopée. Et donc, je compare une paire minimale dans des surtitrages pour sourds et malentendants dans un film d'animation. Alors, dans ce film d'animation, à un certain moment, une canette tombe au sol. Et ce qu'on voit dans ce surtitrage, c'est ces trois petits éléments. Clang, clang, clang. On voit ça. Bon. À un autre moment, dans le même film d'animation, on voit, alors je ne sais plus ce qui brise la vitre. Voilà, il y a un élément qui fait un choc et qui brise une vitre. Et qu'est-ce qu'on voit? Glass shatters. Tout d'un coup. Entre crochets, en majuscule. Ah non, c'est pas en majuscule, mais c'est entre crochets. Et là, vous voyez bien la différence entre les deux. C'est que là, on a la création d'une relation prédicative. On a shatters, qui est à la troisième personne. Donc, en théorie des opérations énonciatives, on dirait qu'il y a une opération de rupture. Et bien, de rupture entre quoi et quoi? Entre le locuteur et l'événement dénoté. Donc, le locuteur se montre, là. Le locuteur montre sa position. À partir du moment où il y a une rupture, eh bien, le locuteur dit, voilà, moi, cette situation que je suis en train de décrire n'a rien à voir avec ma situation d'énonciation de ma personne. Donc, ce qu'on voit, en fait, avec cette petite paire minimale, c'est que la différence entre les onomatopées et puis les didascalies, c'est que d'un côté, vous avez un transcripteur qui montre son positionnement, qui effectue qui révèle sa position grâce à l'opération de rupture, et c'est ce que j'ai appelé un acte de désignation, et que j'oppose à ce qu'on voit avec l'onomatopée, où en fait, on n'a pas la position on ne sait même pas si c'est le narrateur, si c'est le transcripteur, on n'a aucune information sur le positionnement de cette source énonciative qui a écrit clang, clang, clang. En fait, on dirait juste que c'est un son dessiné, quoi. On n'a pas plus d'informations que ça. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai appelé un acte d'exposition, où là, on n'a aucune information sur la source énonciative. Et en fait, c'est un peu comme ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les fillers. Donc, quand le relâchement d'articulateur est interprété par le transcripteur comme E, il y a une confusion au niveau de la source énonciative et le transcripteur se cache. Et donc, c'est la paire minimale qui serait équivalente pour le filler. Ce serait mettre hésite entre crochets, hesitates, et puis mettre le filler. C'est équivalent aux onomatopées. Et donc, dans les deux cas, voilà, il y a cette distinction, position affichée du transcripteur, position indétectable du transcripteur. Donc, la conclusion de ma première idéalisation, c'est que il faut distinguer ces trois lieux de définition, la parole, la langue, le corpus.
et qu'il faut distinguer les actes d'exposition où la position de la source énonciative n'est pas affichée de l'acte de désignation. Et ce qu'on pourrait aussi ajouter, c'est que pour le cas du filler, donc des petites pauses remplies, on se rapproche de la convention. C'est-à-dire que quand vous relâchez l'articulateur, vous êtes finalement dans on pourrait appeler ça un défaut de l'oral, alors que le transcripteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer ça en un signe linguistique et donc il vous rapproche de la convention. Pour l'instant, on peut dire ça avec cette première expérience de pensée qui aboutit à une définition finalement plus énonciative que sémiotique pour l'instant de l'onomatopée et du filler. Oui. Ensuite, je vais m'occuper d'un autre point de vue qui est le point de vue du locuteur. Maintenant, je regarde ce que fait la personne qui utilise une interjection. Et alors je ne sais pas si on va les entendre là. Qu'est-ce que vous entendez quand je fais ça? Est-ce que je peux mettre du son? Oui. Bon, alors, je vais voir si ça marche. Ouch. Voilà. Alors, on a entendu ouch. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, donc je fais une expérience de pensée, une idéalisation très simple. Un locuteur que j'appelle L1 éprouve une douleur et dit ouch. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que je vois? Il y a deux parties. Et la première partie, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, puis la deuxième partie, qu'est-ce que ça me dit, ces deux parties? Ça me dit que au départ, il y a une production vocale qui est liée à la réaction vis-à-vis d'une douleur. Et puis après, il faut que ça ressemble à un mot. Donc on rajoute ce petit quelque chose. En anglais, c'est che. En français, c'est ye. Aïe. Et voilà, c'était un mot en fait. Et l'idée, alors j'ai appelé ça une structure de différenciation. Je vous expliquerai pourquoi. C'est que on a d'abord une production vocale qui est qui tend à être plutôt incontrôlée, plutôt instinctive, et qu'ensuite on rajoute un petit quelque chose dans le but de faire croire que j'avais dit ouch, j'avais dit aïe, donc c'était un mot, donc ça va en fait, j'ai pas crié. C'est ça l'idée. Et elle est bien fichue cette interjection quand même, aïe, parce qu'elle commence par un A. Et comme si c'était fait exprès pour pouvoir passer pour la première syllabe quand on a crié. Ouais, c'est plus pratique quand même de se rattraper en rajoutant che quand vous avez une interjection qui commence par ouch ou aïe que si ça commençait par rebugue. Vous voyez, si ça serait très compliqué de faire croire qu'on a dit ouch, qu'on a dit un vrai mot si vous aviez une interjection qui commençait par exemple par une bilabiale ou un phonème plus fermé. Donc, ce qui me fait dire que l'interjection, elle est très pratique pour le locuteur, pour se rapprocher de la convention. Elle lui permet de se rattraper. Et donc, ce que je vois pour l'instant dans l'interjection qui est en langue, pour le mot ouch, je vois d'abord ce que j'ai appelé une structure d'accueil. C'est le phonème ouvert, la première partie, ouch. Et puis, ce que j'appelle une structure de différenciation. La structure d'accueil, elle existe en langue. Elle est là pour faire croire que le A, c'était un A. Et la structure de différenciation, c'est ce que vous rajoutez après. En fait, vous rajoutez juste che. C'est tout ce que vous vous occupez de faire parce qu'il y a un truc en langue qui contient déjà, qui fait exprès. Voilà. Donc ça, c'est l'idéalisation pour le locuteur, c'est de montrer à quel point finalement la langue, elle est ergonomique, elle est user-friendly. C'est fait pour pouvoir vous sauver en cas de problème. Et donc, voilà, on a à nouveau ces trois lieux du langage. En parole, quelqu'un a mal, il crie « Ouch », il rajoute « che ». En langue, ça tombe bien, vous avez « ouch ». Encore plus, qu'est-ce qu'on voit? On voit la trace de cette petite transformation qui consistait à faire croire qu'un cri était en fait un signe linguistique. Et ensuite, rétroactivement, c'est réinterprété comme un signe linguistique. Mais si vous voulez, si vous voyez ouch dans votre corpus,
Vous ne savez pas que l'autre, il s'est rattrapé. Vous vous dites, ah, il a dit ouch. Voilà. Alors qu'en fait, vous êtes fait avoir. Et donc, le corpus, c'est la trace, le résultat de cet acte de rattrapage ou de reformatage. Et on le voit aussi avec les procédés euphémiques. Alors là, ça va être vulgaire, hein. Donc ceux qui n'aiment pas les gros mots, ne regardez pas. Donc bon, nous en français, on l'a avec mercredi, on l'a avec purée, on l'a avec mouise. Bon là, je vous ai donné un exemple anglais. Alors quand vous avez très envie de dire fuck, mais vous dites quand même c'est pas très poli, eh bien vous pouvez dire fudge. Alors fudge, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous commencez instinctivement à fudge, hein? Hop, purée. Donc vous vous servez, pareil, vous commencez une production d'un item très vulgaire à pu, et puis vous finissez par autre chose, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Une fois de plus que en parole, il y a eu un début de quelque chose. Tout à l'heure, on avait un début de cri. Là, on a un début de mot vulgaire. Puis derrière, vous mettez autre chose pour vous rapprocher de la convention. Ça, c'est ce qui se passe en parole. En langue, ben, vous avez un outil qui sert à ça. C'est les substantifs purée, mercredi, fudge, etc. Et encore plus, ben, on a une occurrence de fudge. Donc, tout va bien. Encore plus, on a une fois de plus la trace de ce rattrapage. Et donc, alors là, bon ben... l'encadrement n'a pas fonctionné, il y a une réinterprétation rétroactive. C'est-à-dire que le début de fudge, qui en fait au départ était le début de fuck, est réinterprété. Oui, ce feuille est réinterprété comme le début de fudge. Voilà. Et donc, et ce qui est intéressant, c'est de comparer. Bon, alors je n'ai pas fait ce travail, mais peut-être qu'un jour j'effectuerai ce travail de comparer, par exemple, avec mercredi et mouise, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que quand, alors mercredi, c'est le procédé euphémique qui permet de rattraper l'interjection. Mercredi. Alors que vous dites pas à mouise, vous dites à mercredi. Alors que quand c'est un mot vulgaire, mais qui est quand même employé, métaphoriquement, mais comme substantif. Par exemple, je suis dans la Moïse. On va pas dire je suis dans la mercredi. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que ça va plus loin. Enfin, on en dit plus du mot interdit quand ça rattrape l'interjection. Alors que on en dit moins quand le procédé euphémique rattrape, on permet de maquiller un substantif. Et bien ça, moi pour l'instant je l'interprète comme la preuve que l'interjection c'est quelque chose de tellement instinctif qu'on met plus de temps à se freiner pour ensuite aller se rattraper. Alors que quand vous avez des substantifs vulgaires, vous pouvez vous freiner plus vite. Et donc il n'y a qu'un seul phonème qui passe et ensuite vous vous rattrapez directement. J'ai pas encore fait d'études systématiques là-dessus, j'en ai vu quelques-uns. Donc je ne peux pas vous l'assurer à 100%. Mais à mon avis, c'est une piste qui serait à creuser, le temps qu'on met pour rattraper quelque chose. Voilà. Et donc, si je veux résumer la différence entre l'acte en parole de rattrapage, de reformatage pour aller plus près de la convention et ce qui se passe encore plus, je dirais que c'est la différence entre le dynamique et le statique. C'est-à-dire que en parole, au moment de l'énonciation, le locuteur il veut se rapprocher de la convention, il effectue un acte qui est constitué là, pour le cas de l'interjection primaire de deux éléments différents, la production vocale, ensuite la structure de différenciation, et donc c'est un procédé dynamique et sa structure elle est anoméomère. Ça veut dire que vous avez deux éléments de nature différente dans un premier temps et dans un second temps. Alors que ce que je vois encore plus, eh bien, je vois une trace qui est totalement statique et donc elle est moi j'ai l'impression que l'autre il a dit une interjection. Voilà. Et donc un bloc qui est interjection. Donc la trace, elle est statique. Et alors là, je vais passer quand même assez rapidement dessus parce que ça nécessiterait quand même pour vous convaincre plus d'argumentation. C'est qu'en fait, si on regarde toute la locution interjective,
avec cette méthode-là, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, ça finit par donner une structure fractale, c'est-à-dire plusieurs éléments de même nature qui se retrouvent à différentes échelles. Donc, je vous donne un exemple. Oh God, I forgot to tell you, I have a new album out today. Donc, on va regarder toute cette locution, de quoi on peut dire qu'elle est constituée. Donc, dans l'étape 1, vous avez juste l'interjection primaire, O, d'accord? Deux éléments, quelque chose qui est purement vocal, ce O, ce phonème, et ce H, on ne sait pas à quoi il sert. Je ne sais pas à quoi ça sert. Hein. Moi, j'ai juste l'impression que c'est pour avoir justement l'apparence d'un signe linguistique. Donc ce H, il est beaucoup. On sait à quoi sert le O. On voit bien que c'est pour oraliser la surprise. Mais alors le H, qu'est-ce que c'est? Même étymologiquement, on ne sait même pas d'où il sort. Donc moi, je l'interprète comme un petit élément qui simplement permet de ne pas avoir un O nu et qui permet justement de se rapprocher de la convention avec une graphie qui ressemble plus à un signe linguistique normal. Donc d'un côté, on a l'exclamation, de l'autre côté, on a une unité qui est non morphémique. À l'étape 2, donc je grossis mon analyse, je regarde Oh God. Je prends les deux interjections, la primaire, Oh, la secondaire, God. Et là, quelle différence est-ce que je vois? Ben, je vois que d'un côté, vous avez juste un phonème tout seul, bon, avec une voyelle tendue, certes, mais un phonème seul, et de l'autre côté, ben, là, c'est déjà un mot. Hein? Là, on se rapproche encore de la convention parce que c'est God. Bon, alors c'est God, donc c'est un nom propre. Je suis pas en train de parler de Dieu, voyez. Je suis juste en train de m'exclamer. Donc je me rapproche de la convention, mais sémantiquement ça reste vide, voyez. Et puis à l'étape 3, je considère que ma première partie c'est tout cet ensemble, Oh God, et je l'oppose à ce qui reste, I forgot to tell you. Et bien là, je vois la même différence. D'un côté, on a toute une locution, on a une locution interjective, oh God. Et puis de l'autre côté, ça y est, j'arrive à la relation prédicative. Ça y est, j'arrive à dire quelque chose. Donc en fait, vous voyez, étape par étape, on se rapproche un peu plus de la convention, en passant par l'étape du milieu, où il y a un vrai mot qui ne veut rien dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit qu'à chaque étape, les éléments sont de même nature. C'est-à-dire que à la première étape, vous avez un bout d'interjection, le O, le H. À la deuxième étape, vous avez O et God, qui sont toutes les deux des interjections. Il y en a une qui est primaire, l'autre qui est secondaire. Et à la troisième étape, vous avez des équivalents propositionnels, des équivalents phrastiques, une vraie phrase à la deuxième étape, et puis un équivalent. Comme je vous avais dit, quand on dit « I », ça veut dire « j'ai mal », etc. Ça, c'est assez acté dans la littérature que l'interjection, en fait, est interprétée comme un équivalent phrastique. Et ça s'explique très facilement. C'est simplement parce que ça parle, c'est une réaction du locuteur, et vous pouvez inférer, vous pouvez faire l'inférence de qu'est-ce qui a fait réagir le locuteur. Donc en fait, vous pouvez recréer un thème et un rème. Lui a mal, voilà, j'ai mal. Ou lui trouve que c'est bon, yum. Ou lui trouve que c'est dégoûtant, yuck. Voilà. Donc ça vous fait un équivalent phrastique parce que vous arrivez à mettre en relation, tout simplement, un sujet et une cause. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai appelé la structuration fractale, mais qui me permet de voir que l'interjection et la locution interjective sont particulièrement efficaces pour permettre de retourner étape par étape vers un énoncé de plus en plus conventionnel. Je vais passer assez peu de temps sur l'expérience de pensée l'idéalisation qui me permet d'étudier les inférences de l'interlocuteur parce que dans cette présentation ça prendrait trop de temps, mais en fait dans la troisième expérience de pensée, je me suis intéressée donc à la façon dont l'interlocuteur, celui qui se trouve en face du locuteur qui émet une interjection, comment il fait pour effectuer ces inférences, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et alors, il y a des interjections avec lesquelles ça marche très bien, en fait, dans leur petite structure de différenciation, ce que vous avez vu tout à l'heure avec « ouch ». Elles ont un sens. C'est pour ça que je les ai appelées des signalèmes. Parce que regardez, si vous faites l'opposition de la paire minimale « oups » et « ouch », mais vous avez un type « ce » qui signale que
j'ai crié ouh parce que je suis embarrassée, il y a une petite confusion, alors que l'autre, le petit che, il vous donne l'information que j'ai crié ah parce que j'avais mal. Vous voyez, elles se ressemblent énormément, ouch et oups. Vous avez d'un côté, ça commence par une voyelle, et puis ensuite vous avez des plosives, et puis ensuite vous avez des sifflantes chuintantes. Elles ont la même structure en fait phonologique. Bon, quand vous opposez yuck I am, bah pareil, le petit K, il vous indique que c'était pas très bon, et puis le petit me, il vous indique que c'était bon, vous voyez. Quand vous avez wow et wow, c'est la fin qui vous indique que wow, je suis impressionnée, alors que wow, c'est allé doucement, vous voyez. Donc, ça a l'air de fonctionner en paire minimale, avec, je le fais en opposant aussi le A, qui n'est pas une interjection prototypique en anglais. Elle est prototypique en français, mais pas en anglais. Et en fait, vous voyez que le deuxième élément, quand c'est le A de la surprise, ce serait une expiration. Donc voilà. Alors que le Ha, eh bien à ce moment-là, vous avez l'expiration qui se situe en première partie. Et donc je me dis que le petit deuxième élément donne une information de nature sémantique, alors que le premier élément a plus ce rôle d'accueillir le premier cri, la première réaction. Et donc comment il fait l'interlocuteur pour effectuer ces inférences? Il peut s'appuyer sur à quoi ressemble l'interjection. Est-ce qu'il y a un petit signal qui me donne des informations. Ensuite, on va passer assez rapidement sur la deuxième partie de ma démarche définitionnelle, parce que là, ce que j'ai vu pour l'instant, voilà, c'était principalement que l'onomatopée, l'interjection et le filler, c'était pas mon sujet de thèse, le filler, mais j'étais obligée de l'inclure parce que mes expériences de pensée, mes idéalisations m'y ont mené. Par rapport aux autres faits de langue, par rapport aux substantifs, par rapport aux verbes, par rapport à la préposition, qu'est-ce que je peux te dire? C'est qu'en fait, une occurrence, c'est pas une occurrence. On est obligé de distinguer ces trois choses, langue, parole, corpus, pour les appréhender. Ça, c'est le cœur de ma définition en intention. Mais évidemment, ça suffit pas. Et il faudra ensuite que je fasse ma définition en extension. Puis ensuite, après, peut-être que si j'ai le temps, je vous parlerai du fait qu'il y a peut-être une grande famille de mots, en fait, pas seulement les onomatopées, les interjections, les fillers, qui ont ces trois définitions différentes. Il y a... je vous en parlerai tout à l'heure. Mais vous me le rappellerez. Donc, en extension, donc j'ai fait il me fallait classifier les items qui appartiennent à la catégorie. Donc je vais établir des listes de petits mots qui partagent les mêmes caractéristiques. Donc par exemple, ce que j'appelle ou ce qui est appelé dans la littérature interjection primaire, c'est quelque chose qui a la caractéristique X, Y, Z. Voilà, l'interjection secondaire, ça a la caractéristique X, Y, mais autre chose. Voilà. Comment est-ce que je vais établir mes critères? Alors, j'ai établi 5 principes pour commencer ma classification. Tout d'abord, je choisis mes axiomes et j'essaye de faire qu'il y en ait le moins possible. Les axiomes, on ne peut pas y couper, donc j'utilise le mot axiome comme j'utiliserais le mot postulat. Pour moi, c'est indifférent, c'est-à-dire j'énonce ceci. Point. Voilà. Et je ne le justifie pas, je ne fournis aucun argument. Et c'est le socle à partir duquel je vais travailler. Et mes deux axiomes, c'est l'interjection est bien une catégorie, ou alors l'interjection existe. Je vais vous montrer pourquoi c'est important d'utiliser cet axiome. Et le deuxième, en anglais, le prototype, c'est O. Voilà. C'est mes deux énoncés que je me permets de ne pas argumenter. Voilà. Ensuite, il me faut un paramètre fixe pour filtrer les éléments que je vais extraire. Alors, c'était ma définition en intention. Il y a 3 définitions, une en langue, une en parole, une en corpus. J'ai besoin, pour établir mes listes, que mes différentes catégories correspondent à quelque chose. Or là, je choisis qu'elles correspondent à une catégorie, mais à une matrice lexicogénique. Donc par exemple, si je dis que l'item ouch,
c'est une interjection primaire, il faut que la matrice il faut que toutes mes interjections primaires aient la même matrice lexicogénique. Et vous savez ce que c'est une matrice lexicogénique? Un petit rappel, c'est la création de mots. Par exemple, la conversion, c'est une matrice lexicogénique. Si je veux créer le mot, un verbe à partir du substantif calcul, et ben ça donne calculer. Voilà, j'ai créé un verbe. Oh là c'est une dérivation, pardon, parce que je pense en anglais, il y a tout le temps des conversions. C'est une dérivation, pardon. Mais c'est voilà, si je veux créer un substantif à partir de l'adjectif rouge, et ben je fais le rouge. Voilà, ça c'est une conversion. Et donc il y a, c'est comment est-ce que je crée un mot à partir de rien. Bon, eh bien, je veux que toutes mes catégories d'interjection ou d'onomatopée correspondent à une seule matrice lexicogénique. Donc, par exemple, on en avait une, c'est le fait d'avoir une structure, de rajouter une structure de différenciation à un cri. Bon, bah ça, vous avez, ce serait la matrice lexicogénique qui permet de fabriquer les interjections primaires. Ensuite, une approche au moment où je vais extraire mes occurrences, et j'ai choisi l'approche qu'on appelle corpus driven pour décrire les éléments les occurrences du prototype dans mon corpus. Alors corpus driven par opposition à corpus based, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais quand vous faites une recherche sur corpus, vous avez deux possibilités. Soit vous avez déjà une hypothèse en tête, par exemple, toutes les personnes vous travaillez sur les adverbes de phrase, franchement. Et puis toutes les personnes qui disent franchement ont généralement un doute sur ce qu'elles vont dire après. Ça, c'est votre hypothèse de départ. Et ensuite, vous faites votre extraction d'occurrence de franchement, et puis vous faites votre étude, qui serait un peu de psycholinguistique, et vous dites, bah, effectivement, hein, moi, à chaque fois que dans le contexte, hein, c'est quelqu'un qui est soit mis en accusation, soit qu'on soupçonne de mauvaise foi, et ben ils commencent tous leur phrase par franchement. Voilà, vous avez une question. Corpus based. Alors que quand vous faites une approche corpus driven, ça veut dire que vous vous laissez guider par le corpus, grosso modo. Vous dites, je vais travailler sur l'adverbe de phrase franchement, et je vais voir ce que le corpus me dit. Et ensuite, je vais émettre des hypothèses. Voilà. Et ensuite, une stratégie d'extraction de données, eh bien, on va faire ce qui correspond à ce que j'avais appelé le contexte le plus simple, des interjections transcrites. Pourquoi c'est le concept le plus simple? Parce que c'est le plus pauvre. Parce que j'ai juste un locuteur, un transcripteur. J'ai pas toutes ces affaires de différentes instances énonciatives parce que c'est un corpus, c'est des textes littéraires. J'ai pas mon biais interprétatif parce que ce serait un corpus oral. Vous voyez, donc je vais aller dans la catégorie spoken du COCA, qui est le Corpus of Contemporary American English, et je vais extraire des interjections transcrites. Et donc je vais passer quelques minutes, si j'ai un peu de temps, à justifier mes axiomes. L'axiome numéro 1 qui peut sembler étonnant, c'est l'interjection existe. J'ai besoin de cet axiome pour faire ma recherche. Et pourquoi j'ai besoin de cet axiome? Parce que, comme je l'avais dit, en fait, dans des grandes théories de linguistique, l'interjection, c'est défini comme ce qui ne peut pas être décrit par la théorie. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour Chomsky, l'interjection, c'est ce qui n'a pas de F, donc de edge features, donc ce qui ne peut pas effectuer l'opération merge. Or, le langage, c'est l'opération merge. Donc, l'interjection, c'est ce qui est hors de la portée de la linguistique générative. Dans un autre cadre théorique, pour Langacker, l'interjection, donc c'est ce qui n'a pas de profil. Donc en fait, si ça se trouve, l'interjection, ça n'existe pas. En fait, l'interjection, c'est l'ombre de la théorie. C'est à chaque fois ce qui ne peut pas être décrit. Et donc je vous fais une magnifique comparaison avec des poubelles. Si vous regardez dans une poubelle de cuisine, vous allez trouver des épluchures. Si vous regardez dans une poubelle de bureau, vous allez trouver des papiers, des bouts de scotch, des piles électriques, des bouts de plastique. Si vous regardez dans une poubelle de pharmacie, vous allez trouver des emballages de médicaments, des tickets de caisse, etc. Et quel est le point commun entre des épluchures et des tickets de caisse? Eh ben, c'est la chose dont on ne veut pas dans ce lieu-là. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas une catégorie qui les rassemble. Et donc moi, ça se trouve, l'interjection, c'est ça, en fait. C'est à chaque fois, ça tombe sur la chose qu'on ne peut pas décrire dans une théorie. C'est pour ça que j'ai l'hypothèse
on peut faire l'expérience de penser que l'interjection n'existe pas en tant que fait de langue et qu'en fait c'est que ça. Donc je postule que l'interjection existe justement pour justifier ce travail. Et ensuite, je postule qu'en anglais, son prototype, c'est O. Mais pourquoi est-ce que c'est un postulat? Parce que je ne peux pas faire une enquête sur les prototypes. Vous pouvez, par exemple, si vous vous demandez quel est le prototype de l'objet qui ressemble le plus à la chaise, vous pouvez demander à des locuteurs, vous faites une expérience, vous leur montrez des photos d'un fauteuil magnifique, d'une bûche sur laquelle simplement on peut s'asseoir, d'une chaise qui se trouve dans différents types de réceptions, d'un tabouret, etc. Et puis, les personnes vont dire, bon, bah, l'exemple le plus parlant de la chaise, c'est ça. Et donc, c'est par exemple, c'est ce qu'on a, nous, des chaises sur lesquelles on s'assoit. Ils vont classer en dernier le fauteuil Louis XIV ou la bûche. Voyez? Parce que ce sont des objets de la réalité à partir desquels les personnes, les sujets ont une expérience. Mais je ne pourrais pas demander quel est l'élément le plus prototypique de l'interjection. Parce que c'est un discours métalinguistique. C'est déjà une analyse que de dire ce qu'est une interjection. Donc je ne peux pas faire cette expérience sur des locuteurs pour savoir quel est le prototype, donc je le postule. Et c'est mon deuxième axiome. Et ensuite, il faut que je m'attends à ce que, avec cette méthode qui consiste à classifier interjection et onomatopée, eh bien, ma démarche, elle fasse sortir des éléments de la catégorie interjection, alors qu'ils sont souvent interprétés dans la littérature comme des interjections, et que j'en fasse rentrer d'autres. Ça, il faut que je m'attende à ce qu'il y ait des désaccords, puisque c'est une démarche qui est plutôt novatrice. Il faut que je m'attende à avoir des résultats qui ne sont pas forcément raccords avec ce que dit la littérature. C'est pour ça qu'ensuite, il faudra que je me justifie dans la partie discussion. Donc, j'ai appelé ça des paramètres. Et je m'aide de la littérature, je dis des choses très simples. Paramètre A1, voilà, dans mon corpus, dans mon extraction d'occurrence de la catégorie spoken du COCA. Qu'est-ce que je constate en regardant le prototype O? Eh bien, je constate qu'ils ont raison de dire que c'est un sens procédural. Hein. Parce que O, ça signifie pas surprise. Bon, voyez, je commence par des paramètres tout bêtes. Ok, sens procédural, je suis raccord avec la littérature. Qu'est-ce que je regarde d'autre? J'observe que ça peut être syntaxiquement isolé. Je suis raccord avec la littérature, c'est mon paramètre numéro 2. Mais j'observe aussi que ça peut être syntaxiquement intégré. Voilà. Et voilà, je fais les paramètres A1, A2, A3, A4, etc. Et puis quand j'ai fini, je regarde, j'ai fait ma première classe. Et ensuite, je m'intéresse à un autre type d'interjection que j'appelle l'interjection primaire riche de type ouch, yuck, yum, wow. Et puis je compare. Alors, est-ce que le paramètre de sens procédural est partagé entre le prototype? Bah oui, hein, ouch, ça veut toujours pas dire douleur. Donc, on n'est toujours pas dans un sens conceptuel. Paramètre A2, ça marche. De temps en temps, c'est syntaxiquement intégré. Paramètre A3, ça marche. Ils sont raccords. Et voilà, je fais la liste de paramètres qu'ils ont en commun. Et puis, je vois qu'il y a quelque chose que O n'a pas, mais que ouch a. C'est ce que j'ai appelé un signal M. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Yuck, par opposition à yum. Oups, par opposition à ouch. La petite chose qui vous donne quand même une information sur la cause de la réaction. Bon, ben, oh, il n'a pas ça. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'appelle le paramètre B1. Donc, ça, c'est nouveau. Ça arrive. Et je finis, je continue par les paramètres B. C'est les seuls c'est les paramètres qui sont uniquement possédés par l'interjection primaire. Et puis ensuite, je m'intéresse aux interjections secondaires, donc celles qui proviennent du lexique. Ou de noms propres, donc God, Jesus, shit, fuck. Donc eux, ce sont des vrais mots qui ensuite ont été vidés de leur sens. Je parle pas de Dieu quand je dis oh God. Je parle pas de matière fécale quand je dis oh shit, etc. Donc ils ont été vidés de leur sens. Et je regarde en quoi ils ressemblent. Est-ce qu'il a le paramètre A1, A2? Oui. Est-ce qu'il a le paramètre B1? Ah bah non, il n'a pas de signal M. Hein. Fuck, shit, vous rajoutez pas un petit che, un petit pse qui donne une information. Donc le paramètre B1, il l'a pas.
Puis est-ce qu'il y a des paramètres qui sont que seul lui a? Bah oui, le fait de provenir du lexique. Vous voyez, en fait, je confronte à chaque fois tous les paramètres les uns aux autres pour arriver finalement à ce que j'ai ensuite rassemblé dans ce qu'on appelle un diagramme de Venn. C'est une représentation graphique de cette différence entre paramètres. Donc là, je vous en ai fait un très très simple. Hein. Par exemple, le paramètre de l'isolement syntaxique, qu'il possède, il y a les onomatopées, l'interjection primaire, qui possède la perte de potentiel référentiel, c'est les interjections secondaires, voilà, et qui possède tel autre paramètre. Et donc en tout, j'ai une quarantaine de paramètres dont je vous ai mis que quelques petits éléments pour que vous voyez à quoi ça ressemble à la fin, et puis 17 sous-classes. Donc j'ai 3 grosses classes, onomatopée, interjection, filler, et puis 17 petites sous-classes des différents petits types d'interjections, petits types d'onomatopée, etc. Voilà. Et donc ça me constitue ma définition en extension. Et donc, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que ça fait un modèle à trous. C'est-à-dire que par exemple, la distinction qui existe entre interjection primaire et secondaire, ça me fait me demander, mais pourquoi j'ai pas ça au niveau des fillers? Pourquoi est-ce que j'ai pas des fillers primaires et secondaires? Ah ben si, j'en ai. Vous voyez, et donc ça me fait inclure, en fait, ça me fait trouver des catégories parce que j'applique en fait ce qui existe. Par exemple, aussi la distinction entre interjection primaire et interjection secondaire, pourquoi on la retrouve pas chez les onomatopées? Bah si, on peut la retrouver. Mais les onomatopées en secondaire ont une différence avec les interjections primaires, qui est qu'il n'y a pas de perte de potentiel référentiel. Quand vous dites sob, eh bien, il y a vraiment l'idée d'un sanglot. Quand vous dites cry, il y a vraiment l'idée du pleur. C'était le petit truc qu'on avait vu tout à l'heure. Alors que quand vous dites God, il n'y a pas l'idée de Dieu. Mais les deux viennent du lexique. Vous voyez? Et donc, du coup, je me dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas des interjections qui sont comme les onomatopées secondaires, qui n'ont pas de perte de potentiel référentiel? Eh bien, il y en a. Malheur, miracle. C'est des interjections qui n'ont pas, comme ah mon Dieu, perte de potentiel référentiel, ça existe. Voyez? Donc c'est un modèle à trous qui permet de trouver de nouvelles petites catégories. Et alors, ce que ça fait trouver, c'est quelque chose qui, là c'est risqué, c'est ce que j'ai appelé les adjectifs et les adverbes interjectifs. Je me dépêche parce que là j'ai plus que 10 minutes. C'est des éléments comme, je vais vous en parler tout à l'heure, damned, open the damned door. On va voir que formellement, ça ressemble à des adjectifs, mais en fait, j'ai aucune raison de ne pas les mettre parmi les interjections, au vu de tous mes paramètres. Parce que la seule différence, c'est l'intégration syntaxique. Mais à part ça, et c'est pas dans mes axiomes. Moi, j'ai que 2 axiomes. Le prototype, c'est O, et l'interjection existe. Donc, si le paramètre, il n'est pas dans mes axiomes, j'ai aucune raison de dire non, ça, je vais pas le classer parmi les interjections. Et donc, ça ouvre la porte à tout un tas d'interrogations qu'on va voir. Mais en tout cas, la conclusion de ce travail de définition en extension et de comparaison des paramètres, c'est que je finis par dire, bon, alors, on a 3 grosses classes qui toutes sont en parole des actes de reformatage, en langue des petits outils pour rendre ce reformatage possible, en corpus une trace. Bon, ben si c'est tous des outils de reformatage, onomatopée, interjection, filler, en quoi est-ce qu'ils diffèrent entre eux? Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a 3 classes? C'est quoi la grosse différence entre ces 3 grosses classes? Eh bien, à mon avis, c'est le type de voix qu'ils permettent de reformater. Et donc là, je fais une petite typologie de catégories de production vocale. Alors, donc ce que j'appelle la voix 1, c'est dans les langues vocales, par opposition aux langues des signes, la voix qu'on utilise en tant que locuteur pour prononcer les phonèmes. Voilà, la voix neutre du locuteur. Bon. Ce que j'appelle la voix 2, c'est en fait une voix qui est présentée comme provenant d'une instance énonciative extérieure au locuteur. Ça peut être la voix que j'utilise pour faire un discours rapporté au style direct.
par exemple, ah, c'est parce qu'elle m'a dit ouais, j'en ai marre, gna gna gna. Je vais prendre une autre voix. C'est pas forcément pour me moquer de la personne, c'est des sortes de guillemets orales. C'est pour vous signaler que c'est pas moi qui prends en charge ce discours. Et pareil pour le nomatopée. Vous voyez, quand je dis et là, bam, ça a explosé. Bam, c'est pas censé venir de moi. Je suis censée imiter le bruit qui a fait l'explosion. Donc la voix 2, c'est celle qui est extérieure au locuteur. Et bien elle est conventionnalisée, elle est reformatée grâce à l'onomatopée. J'ai appelé la voix 0, celle qui provient en fait du sujet, mais pas en tant vraiment que sujet parlant. Donc par exemple, vous avez mal, vous avez un cri instinctif, ah, ouch. Vous voyez, c'est pas en tant que sujet parlant que vous utilisez votre voix, c'est presque dans votre statut d'humain, presque animal, qui est un statut, je veux dire, en amont du statut de l'énonciateur. Cette voix 0, elle est reformatée par l'interjection. Et voilà, c'est ça la différence. C'est pas tant leur propriété, c'est ce qu'ils servent à conventionnaliser. Et puis, ce que j'ai appelé la voix 1+, à savoir, c'est de la voix de locuteur, c'est de la voix qui permet d'énoncer, de prononcer des phonèmes, sauf qu'il y en a trop. Voilà, il y en a en trop. C'est-à-dire que c'est de la voix qui sert à parler, mais il n'y a pas les mots qui viennent, donc il n'y a rien en face. Voilà. C'est de la voix de locuteur en plus. Et bien celle-là, elle est reformatée par le petit outil en langue qui est le filler. Donc ça, c'est ma conclusion de ma définition en extension, ce qui m'amène à me poser la question, mais comment ça se fait qu'on s'embête finalement à reformater nos productions vocales? On pourrait très bien finalement assumer parfaitement, je fais un cri, ouais, et voilà, et je le reformate pas, et vous avez rien à dire. Maintenant, on s'embête à les reformater, je pourrais imiter une explosion en faisant pourquoi pas? Maintenant, je le reformate dans un petit mot comme bam. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et donc moi, l'hypothèse que je propose, c'est de dire que on est obligé de structurer nos productions vocales à l'aide soit de phonèmes, soit de structures syllabiques, soit de formes lexicales. On est obligé de structurer nos productions vocales, ce qui signifie il doit exister une règle qui nous oblige à faire ça. Et donc, je l'ai appelé la règle du canal de communication, à savoir que on a une zone de notre corps qui est en partie dédiée au canal de communication, mais à autre chose, la bouche, on s'en sert pour manger, on s'en sert pour respirer, etc. Mais que la communication a la priorité sur cette zone corporelle. Et donc, à partir du moment où on émet une production vocale, on s'attend à ce que ce soit un signe linguistique. Et si c'est pas un signe linguistique parce que j'ai eu mal, j'ai crié, eh bien, je suis obligée de le reformater pour qu'au moins ça ressemble à un signe linguistique. Donc c'est un déguisement. C'est un déguisement pour obéir à cette règle qui fait que on s'attend à ce que les productions vocales soient les plus conventionnelles possibles, même si au départ elles n'étaient pas faites pour prononcer des signes. Et donc, comme je vous l'avais dit, en amont, avant de commencer cette démarche, il fallait que je m'attende à ce que je fasse sortir des éléments de la catégorie interjection, onomatopée, etc. et en faire rentrer d'autres. Alors, qui est sorti? Par exemple, les petits acronymes comme MDR. Alors, il y a des linguistes qui classent les petits MDR comme des interjections. Pourquoi? Parce que ça donne une information sur l'émotion, je rigole, et en plus, c'est isolé syntaxiquement. Voilà, donc interjection. Et bien moi, vous voyez que là, MDR, ça marche pas du tout. Avec mon truc de langue, parole, corpus, rattrapage, MDR ne sera jamais parmi les interjections. Puisque le but, c'est de signaler que je suis mort de rire, je suis pas en train de me rattraper, il n'y a pas eu de truc incontrôlé. Donc MDR, lol, ça sort. Les petits smileys aussi. Il y a des linguistes qui considèrent qu'on peut considérer comme des espèces d'interjections visuelles. Parce que information sur l'émotion, information sur l'état mental du locuteur, son état d'esprit, dans l'interlocution c'est très important, isolé. Et moi, le smiley, vous voyez bien que avec ce type de définition, ça peut pas fonctionner, il n'ira pas du tout dans l'interjection. Et par contre, j'ai fait rentrer d'autres éléments qui sont très rarement considérés comme des interjections dans la littérature. Par exemple, damn dans Open the damn door. Et pourquoi? Parce que tout simplement, j'applique
mon raisonnement, celui que j'ai fait pour ouch, je l'applique à damned. Alors là, je vais passer sur la différence avec les adverbes, parce qu'avec les adverbes et les adjectifs, qui sont des différences syntaxiques, sémantiques, morphologiques, qui font que on aura beau dire dans la littérature que damned c'est un adjectif, moi je suis désolée, syntaxiquement ça marche pas, sémantiquement ça marche pas, morphologiquement des fois vous avez même pas de morphème, des fois vous avez le mauvais morphème, par exemple she's fucking pretty, ça devrait être fuckingly, hein, et ben non, ils se sont trompés de morphème, donc moi je trouve que quand même pour un adverbe ça peut faire mieux quoi. Et donc moi je dis non, ce sont des interjections. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le reformatage. Donc, vous avez envie de dire fuck très fort, mais vous êtes en plein milieu d'une phrase. Qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez ing et voilà. Vous rajoutez un petit élément que moi j'appelle un pseudomorphème, qui a un statut, même pas de morphème quand vous faites ouch. Mais là, c'est un statut de pseudomorphème. En gros, c'est juste histoire de dire, je vais intégrer, tant que faire se peut, avec les éléments avec les moyens du bord, je vais intégrer mon interjection à la structure phrastique. Pourquoi? Parce qu'il y a la règle du canal de communication qui fait que je suis obligée de me rapprocher un maximum de la convention. Et la convention, c'est pas seulement faire des vrais phonèmes, faire des vraies formes lexicales, c'est aussi faire des vraies structures phrastiques. Et du coup, en fait, vous êtes... et il se passe la même chose, il y a langue, parole, corpus. Hein, regardez en parole, vous dites fuck en plein milieu de la phrase, vous rajoutez ing. En corpus, on a l'impression que vous avez fait un adjectif et il y a une réinterprétation a posteriori. Voilà, réinterprétation du rattrapage par ajout du morphème en adjectif. Donc finalement, on pourrait dire qu'il y a le même principe que ce qu'on avait vu avec ouch. Et je vais terminer, bon, j'aurai pas le temps de parler en détail de ma partie de discussion, mais quand je suis arrivée là dans ma thèse avec finalement MDR, smiley, etc., rien à voir avec l'interjection. Par contre, vous allez mettre, il faut mettre damned, il faut mettre des éléments comme what the hell are you doing here? The hell. Pour moi, c'est une interjection rattrapée. Vous mettez hell en plein milieu, puis en fait, cette petite construction syntaxique que vous faites autour permet de faire croire qu'en fait, c'était un circonstant. Vous voyez, ça a la place d'un complément circonstanciel, mais en fait c'est juste que vous vous êtes débrouillé pour rajouter un petit élément pour faire croire que c'est intégré dans la phrase. Mais du coup j'ai bien conscience quand même que ça va à l'encontre de ce qui est dit dans beaucoup d'articles. C'est pas du tout c'est pas du tout ce à quoi on pouvait s'attendre comme résultat pour un travail définitionnel. Donc je consacre une partie à dire imaginons que ce soit vrai, imaginons que j'ai raison, il existe un rattrapage syntaxique, on peut vraiment rajouter un petit pseudomorphème pour conventionnaliser une interjection secondaire. Alors à ce moment-là, ça donne quoi comme résultat? Et je fais des études sur des interjections intégrées syntaxiquement. Je fais par exemple, je vais vous montrer par exemple comment j'explique que wow, c'est une interjection et quel est son rôle. Donc je fais voilà une extraction d'occurrence sur Google parce que dans le cocaï on n'a pas assez. C'est des formes assez rares. Non mais je pense que j'aurais pas le temps en fait de vous faire ça. Mais voilà, l'idée c'était dans la partie discussion d'explorer où vont mener ces conclusions et le fait d'intégrer ces éléments à la catégorie et de chercher des contraintes. Surtout. Parce qu'une fois que j'ai dit, bon, il existe le rattrapage syntaxique, vous pouvez déguiser une interjection secondaire en un adjectif, un adverbe ou tout ce que vous voulez. Si ce principe existe, il faut que je sache par quoi il est contraint. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire le rattrapage syntaxique et à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir le faire. Et parmi les contraintes, moi, ce que j'ai trouvé, et je vais m'arrêter là, c'est... plus vous vous rapprochez de l'ordre de la construction de la lexie, plus c'est impossible. Alors l'ordre de la construction de la lexie en théorie des opérations énonciatives, c'est très simple. C'est qu'à partir de quand vous fabriquez votre relation prédicative, vous pensez d'abord vraiment au thème et au rem, hein, le sujet et le prédicat, puis ensuite vous allez rajouter des choses plus compliquées. Et donc, imaginons que j'ai une interjection qui soit... Donc les arguments qui arrivent en premier, c'est sujet, verbe. Est-ce qu'une interjection peut être sujet,
Donc ça donnerait wow is a beautiful place. Bah wow, c'est interprété comme un substantif sujet. Hein. Ça marche pas. Alors que pareil en verbe, you wow, ça marche pas. Parce que c'est au niveau de vraiment des structures fondamentales de la phrase. Par contre, quand vous commencez à donner des détails, vous faites des circonstants ou vous fabriquez des adjectifs épithètes, open the damn door, oh ben là on peut avoir une interjection rattrapée, voyez. C'est-à-dire que quand ça s'éloigne des structures fondamentales de la construction de la phrase, vous pouvez avoir des rattrapages syntaxiques, alors que quand ça se rapproche vraiment de tout ce qui est sujet, prédicat, impossible. Voilà, ça fait partie des contraintes que je propose. Bien sûr, je peux pas aller là dans le détail, sauf si vous me demandez pendant la séance de questions. Merci.